Bonjour, je suis Guillaume Bianco. Vous écoutez La Voix des Bulles. La Voix des Bulles présente la splash page, la masturbation séquentielle de votre aire tegmentale ventrale. Voilà. Oui, on est dans la place avec DJ Guillaume Bianco. Bonjour Guillaume. Bonjour. Mais quelle application? Ouais, franchement, tu fais vachement mieux que nous. Hein, J'ai fait de mon mieux. C'est pas mal. Aujourd'hui, on va un peu revenir sur toute la carrière de Guillaume, son parcours, sa vie, son œuvre, comme on dit habituellement. C'est ça. Guillaume, qui est surtout connu pour son travail sur Billy Brouillard, qui a été, je crois, ton grand succès. Mon énorme succès, c'est gigantesque. On me connaît sur tous les continents. Je ne peux plus sortir incognito dans la rue. C'est dramatique. Ah ouais. Dramatique. Pour un auteur de BD, pas pouvoir sortir incognito, c'est rare. Je le déplore. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est vrai qu'on... Du coup, il s'est inventé un frère pour aller dans certaines conférences. Voilà, donc j'ai un double, effectivement, Thomas Bianco, qui dédicace actuellement. Voilà. Pour Jasmine. Jasmine, exactement. Voilà. Bien. Que tu as dessiné, mais on y reviendra tout à l'heure. Ok. Ça se dit pas. C'est secret. C'est secret. Donc, en dehors de ça, il y a eu les encyclopédies curieuses et bizarres de Billy Brouillard, donc un peu des spin-offs. Ouais, exact. Il y a eu des choses un peu plus vieilles. Kegoyo et Clamédia, Will. Ah oui, ça c'est mes débuts, ouais, exactement. On va y revenir aussi sur tes débuts. Et puis Ernest et Rebecca, tu as été scénariste aussi avec Echo, entre autres. Tu as travaillé sur Zi, Chauve-souris, Les Carnets secrets, l'Atelier Mastodonte et dernièrement donc Jasmine. Ça fait beaucoup de choses. Attends, pourquoi est-ce que tu as censuré? Il a parlé des seins aussi. Il est ça, j'ai dit c'est Carnets secrets. Attention, non mais dis-le. Ça vous a plu, ça. Alors là, c'est notre... Qui était bien. C'est notre spécialiste. Les seins, il faut préciser S-E-I-N-S et pas S-A-I-n-t. Hein. Oui. Absolument. Vous ne trouverez pas à la bibliothèque. Parce que bon, c'est aussi un thème, il y aurait fort à dire. Alors, on va revenir un peu sur tes tout débuts, mais vraiment, quand tu étais tout petit. La maternelle, tout ça. C'est ça. Tu lisais de la BD, enfant? Oui, comme tous les gamins de ma génération, donc dans les années 80, j'ai été élevé avec Pif Gadget. Les gens savent plus ce que c'est aujourd'hui Pif Gadget. Dans les magazines de BD communistes, donc m'achetait mon père tous les mercredis. Est-ce que ton père savait que c'était communiste? Pardon? Est-ce que ton père savait que c'était communiste? Ah, mon père, oui, était communiste. À l'époque, il y en avait encore, mais plus aujourd'hui. Là, il est désabusé comme tous les 68 arts. Mais on s'éloigne du sujet. Donc, il y avait Pif Gadget. Donc, j'ai adoré la BD pour ça. Astérix, Lucky Luke, Tintin. Un peu moins Gaston Lagaffe, parce que j'aimais bien Franquin, mais Gaston, c'était un personnage qui m'angoissait. Je trouvais ça très triste. Parce qu'il était toujours dans un bureau, tu sais. Alors aujourd'hui, quand je dis que j'aime pas Gaston, tout le monde me fait les gros yeux, mais c'est parce que je préférais les personnages qui partaient à l'aventure, comme Astérix, Lucky Luke, tout ça, ça me plaisait énormément. Ouais. Donc voilà, j'ai grandi avec ça, avec un peu de BD américaine. Là, il y avait Snoopy, il y avait puis les dessins animés à la télé. Donc c'était la BD que je lisais enfant. Il y avait que ça. J'avais que ça chez moi. Pas de comics, pas de manga, c'était pas encore aussi. C'est venu plus tard, le manga, c'est venu dans les années 90 avec des éditions Glénat qui ont publié Dragon Ball ou des choses comme ça. Et là, j'ai vraiment, aujourd'hui, on est multiples, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, d'influence avec la mondialisation. Il n'y a pas que de la BD franco-belge, il y a du comics, comme tu dis, du manga, mais il y a aussi des influences. Ça peut être des choses qui ne sont pas forcément de la BD, genre la musique, le cinéma. Le Muppet Show, par exemple, le truc de Jim Henson, les marionnettes, les Fraggle Rock, qui sont un truc des années 80. C'est des choses qui m'ont vachement influencé, je m'en rends compte plus tard, tu vois. Il n'y avait pas que la BD, quoi. Encore une fois, un média qui se nourrit d'un média, c'est pas, pour moi, très intéressant. Il faut un peu s'ouvrir à plein de choses. Quand tu parles de musique, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Alors, je pense à l'enfance, et moi, j'écoutais des trucs, ça ne dira plus rien à personne aujourd'hui, de Philippe Châtel, à Émilie Joly, des espèces de contes un peu comme barrés, comme ça. Émilie Joly. C'était toi qui chantais Émilie. Et dedans, il y avait le hérisson qui était à l'époque incarné par Georges Brassens. Et à la maison, mes parents, ils avaient le vieux tourne-disque, là, puis ils mettaient Georges Brassens. Alors moi, ça a développé mon imaginaire, parce que il faisait une grosse voix, pom, 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 avec une bêche à l'épaule. Alors ça faisait un petit peu peur, comme ça. Mais on avait l'impression que c'était un tonton qui nous racontait des histoires au coin du feu. Et ça, je pense que ça travaille dans la tête d'un gamin qui n'avait pas Internet et qui avait quoi? Il y avait 2 dessins animés par jour à la télé à l'époque. Donc, pour moi, les influences, c'est pas que la BD, quoi. C'est un peu tout ça. Tu dessinais déjà? Comme tous les enfants, on nous demande mais comment avez-vous commencé? Je pense que tout le monde ici dans cette salle, et le public est nombreux,
tout le monde dessinait. Puis à un certain moment, les gens s'arrêtent de dessiner parce qu'ils se disent, ah tiens, on devient adulte, il faut arrêter de dessiner. Donc je pense que c'est objectivement, il y en a qui arrêtent de dessiner parce que c'est moche. Hein. Non, alors ça c'est relatif. Si on n'a pas eu une maman ou un papa qui nous disent, oh mon fils il est fort. Alors, mes parents n'étaient pas du tout pieds noirs, mais du coup j'ai continué à dessiner. Alors que j'étais vraiment pas brillant en dessin, mais j'avais envie de raconter des choses et c'est magique la bande dessinée, le dessin, parce que avec un crayon et du papier, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Et à l'époque, on s'ennuyait. Il n'y avait pas Internet, encore une fois. Le téléphone, il était fixe. Donc, quand on sortait, il n'y en avait plus de téléphone. Et quand on avait la chance d'avoir un jardin, on s'ennuyait tellement qu'on était obligé d'inventer des trucs. Donc, notez ça, les parents. L'ennui est positif pour vos enfants. Exactement. Je prêche et je milite pour ça, ouais. Tu redessinais les BD que tu avais vus? Ouais, je recopiais. Alors, je voulais reprendre Lucky Luke, donc j'attendais que le dessinateur meure pour le reprendre. J'étais persuadé de pouvoir reprendre Lucky Luke parce que j'avais appris à le dessiner de profil, comme ça. Et il y avait ça, et puis alors qu'on n'avait pas le magnétoscope non plus, donc c'était vraiment l'époque des dinosaures. Donc quand je voyais un dessin animé à la télé, j'essayais de mémoriser le truc parce que le dessin animé c'était précieux, ça passait une fois et ça passait plus jamais après, quoi. C'était le truc. Maintenant il y a des rediffs, il y a des trucs sur Internet, et donc j'essayais de mémoriser le personnage et de le redessiner évidemment. On commence en copiant effectivement, ouais. Après on invente, mais on copie les personnages qu'on voit. Ouais. Au niveau de tes études, tu avais envisagé une carrière artistique? Vous avez une autre question? Les études... Là, j'aime bien parler sur les études des auteurs de BD. Et grâce à toi, on a tes anciens professeurs qui vont venir d'ici 2 minutes. Non, mais je pensais pas pouvoir en faire mon métier. Pour moi, c'était magique. J'ai découvert ça dans les festivals de BD, donc notamment comme celui-là. C'était à Hyères, dans le Var. Mon père m'a mené dans ses salons de BD. Je voyais des types qui dessinaient. Je trouvais ça, mais alors, fantastique. Je voulais vraiment... Enfin, j'avais une grande... Je croyais que c'était un tour de magie pour moi, tu vois. Et bon, je n'imaginais pas en faire mon métier. Il fallait vraiment, dans ma tête, être super fort. Non, j'ai voulu construire des robots. Après, je me suis rendu compte qu'il fallait être bon en maths. J'ai voulu être facteur parce que je trouvais cool parce qu'il travaillait que le matin, puis il avait un Solex. J'ai voulu être quoi non. Parent communiste. Hein. Parent communiste, ouais. Enfin, communiste, oui, on peut le dire, oui. Et donc voilà, j'ai voulu faire tous les métiers du monde, mais en fait, je voulais surtout faire un métier qui me permette d'avoir mes propres horaires, de me lever à l'heure que je veux. Et il y avait plus grand chose, donc il y avait dessinateur de BD ou chômeur. Donc, je te rappelle que tu es dans une école de commerce. Hein. Okay. Ah oui. ah oui, d'accord, c'est ça. C'est pour ça que tout le monde me regarde mal. C'est ça. D'accord. Attention. Et voilà, donc j'ai fait de la BD parce que je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre, simplement. Je pouvais pas aller dans un bureau à des horaires fixes, ça m'angoissait, ça m'angoisse toujours d'ailleurs. Donc j'ai un profond respect pour ceux qui font ça. Et donc voilà, je me suis orienté, voilà, je fais des dessins, on me donne de l'argent, les gens sont contents, moi je suis content, donc tant que ça dure, voilà, on va pas bouder. Et puis ça dure, oui. Ça dure depuis un petit moment. Ça dure depuis un petit moment, le temps passe, mais moi j'ai l'impression d'avoir commencé hier. Hein. C'est vrai, quand je vois les organisatrices qui nous ont invités, elles auraient l'âge de mes filles, quoi, si j'en avais, donc c'est quand même incroyable. Moi, elles sont en train de t'appeler d'ailleurs tes filles, là, sur le téléphone. Elles sont... Quel âge tu as, Nelly, par exemple? 21. 21. J'en ai 40, donc j'aurais pu l'avoir. Mais on s'égare encore une fois. Quelle était la question? As-tu des enfants cachés? Alors, écoute, ça, on ne sait jamais. Peut-être, je ne sais pas. Cachés, non, mais en tout cas... Nelly, quelque chose à nous dire? Papa. Ah non, j'ai eu qu'une relation sexuelle dans ma vie, donc elle est décédée. Cette personne est décédée maintenant, donc elle était très vieille. Oui, quand j'avais 12 ans, en fait. Elle m'a violé, du coup... Mais je m'égare encore, tu comprends mon montage. Hein. Ouais. Merci d'être venu, les enfants. Rien à voir avec ta rencontre avec Didier Tarquin, c'est pas lui, enfin, il a encore envie. Non, Didier ne m'a jamais... non, il a toujours été bienveillant. Donc apparemment, c'est un peu ton lancement dans ta carrière pro, Didier, c'est l'impression que ça donne? Oui. Alors Didier Tarquin, c'est un dessinateur toulonnais comme moi, qui est de 10 ans mon aîné, et il proposait des ateliers de bande dessinée pour arrondir ses fins de mois, avant qu'il fasse sa série à succès, L'Enfeuse de Troyes. Et donc on s'était inscrit avec une bande de copains à ces ateliers le mercredi après-midi. Et c'était un petit peu un atelier de grand frère, comme ça, il nous montrait ses planches, alors waouh, nous on était fascinés, il nous montrait son matériel de dessin, etc. Et c'était des trucs qui nous ont vraiment stimulés, tu vois, pour étant ado, quoi, pour dessiner et aller de l'avant. Et puis des années après, je l'ai rencontré à Aix-en-Provence, là où je faisais mes études, des études de chinois. Et au lieu d'aller en cours, j'allais à son atelier, puis j'ai appris sur le tas à dessiner, quoi. Il n'y a pas eu vraiment d'école, c'était plus de l'apprentissage, du compagnonnage finalement. Il t'a pris en assistant en fait, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. On m'ont dit assistant, mais c'est vrai que je ne suis pas du tout assistant de Didier Tarquin, d'ailleurs j'en serais bien incapable. Non, on a fait une BD en commun où il faisait le scénario et on était plusieurs dessinateurs à dessiner cette BD, ça s'appelait Les Crash Monsters.
Mais on était dans un atelier de bande dessinée, donc, et c'était la rédaction d'un journal, l'Enfust Mag, et on animait les pages du journal en faisant des jeux, des machins. Et Arleston, le scénariste, quand il en a eu marre de me voir faire l'imbécile, il m'a dit, écoute, tu vas t'asseoir 5 minutes, tu vas me faire une BD, une planche, une page avec un petit dragon et une petite nénette, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la BD, parce que sinon Arleston m'aurait cassé la figure. Et je peux vous dire qu'à l'époque, il ressemblait au mec de Jurassic Park, là, le gros type, là, le méchant. Là. L'informaticien. Ouais, voilà, ouais. Et donc il faisait très peur, il avait des mains comme ça. Donc j'ai fait de la BD un peu à cause de Tarquin et Arleston qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et une main dans la gueule. Et non, une fois, Arleston m'a soulevé comme ça, parce qu'on fumait du hakik, comme dirait Coluche, à l'atelier, et du coup, j'ai eu très peur. Mais après, on m'a soulevé comme ça, je dis, oh, c'est pas moi qui fumais. C'est drôle. C'est toujours donc cette bonne femme et ce dragon, c'était Kegoyo et Clamédia. Ouais, voilà. Donc le titre est de Arleston, parce que j'avais pas d'idée. Donc. Mais apparemment, les maladies, ça t'a travaillé après. Mais moi, je savais pas ce que ça voulait dire, Clamédia, que j'ai découvert vachement après le truc. Je suis jeune et innocent. Mais non, voilà, je renie pas du tout cette bande dessinée, mais ça m'a permis de faire mes armes et d'apprendre en fait sur le tas. J'ai pas fait, je te dis encore une fois, d'école. Je connaissais rien à la perspective, et je n'y connais toujours rien. Mais bon, j'ai appris à travailler, à livrer des planches à l'heure, à voir que c'était aussi un travail, qu'il y avait une certaine forme de discipline. Enfin bon, j'ai appris le métier comme ça. Ouais. Et là, donc, tu te retrouves à travailler principalement pour faire des gags dans l'Enfust Mag, faire des planches, des histoires dans l'Enfust Mag. Tu as eu donc Kegoyo et Clamédia, il y a eu Will. Ouais. C'était vraiment un travail pour le magazine ou c'était un travail vraiment pour un projet d'album derrière? En fait, aujourd'hui, il y a moins de presse BD. Je crois qu'il y a le magazine Cho, il y a Spirou Magazine, et puis il y a les magazines des éditions Milan. Mais c'est comme un tremplin, c'est-à-dire c'est pour ça que c'est important d'avoir un budget, une rédaction comme ça. C'est un foisonnement d'auteurs. On cherche, on expérimente. Et puis si on voit que ça a du succès dans le journal, l'éditeur qui finance le journal, il met du carton autour, comme on dit, 2 agrafes, et puis il sort ça en BD, tu vois. C'est un peu un tremplin, une vitrine, finalement. Un peu comme à l'époque, les plus vieux se souviendront, Rézère, un dessinateur des années 70, n'aurait jamais commencé s'il n'y avait pas eu Pilote ou des Charlie Hebdo, etc., pour publier ses albums. À la base, ça part d'un journal. Aujourd'hui, c'est les blogs. Et puis après, généralement, c'est publié en album quand il y a un succès ou quand il y a une demande. Mais c'était fait pour animer le magazine. Et devant le succès incroyable, c'est devenu un album. Une petite fierté, tu as pu montrer ça à tes parents, dire regardez. Ah oui, ça c'est incroyable, ça c'est vraiment un grand moment. La première fois qu'on voit sa page, alors on rêve d'être publié, d'être une star de la BD, et quand on voit la page, je me souviens quand on est allé acheter le premier numéro de l'Enfust Mag qui avait ma page dedans, ça fait un truc, on est à la fois effrayé, c'est un truc très impudique, et ça vous appartient plus, c'est devenu de la BD. Et on s'amusait à mettre le truc en transparence, comme ça, et derrière on voyait la page de Didier Chris par exemple, qui se fondait avec c'était un truc pour quelqu'un qui aime la BD et qui a rêvé longtemps d'en faire, de se voir publier, c'était alors un bonheur incroyable. Le problème, c'est que ça s'estompe après en grandissant, on devient un peu des habitués et il n'y a plus cette... Aujourd'hui, quand je sors en album, je suis content, mais je dis, encore un. Je dis que c'est un petit peu... blasé. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, je suis un peu blasé. Je pense qu'il faut toujours rester frais et enthousiaste. Je crois que c'est ça qui est important, garder une certaine forme de fraîcheur. Et j'aimerais bien retrouver la fraîcheur de mes débuts, comme ça. Mais je pense que c'est pareil partout, dans la chanson. Quand on devient des habitués, on devient un peu des faiseurs. C'est pour ça que j'aime tant. Alors, j'ai que des références de vieux, comme vous noterez. Jacques Brel, quand il a commencé à rentrer dans une certaine forme de facilité et d'habitude, il a arrêté, il a fait autre chose, et je trouve ça totalement sain, quoi. C'est bien faire du cinéma. Est-ce que c'est pas justement le fait de faire des séries tout à l'heure, on parlait de Billy Brouillard, qui est un gros succès. Est-ce qu'il ne faut pas sortir des choses qui sont sûres de fonctionner plus ou moins parce qu'on sait qu'on a un public dessus et s'aventurer justement dans de nouvelles aventures et dans de nouvelles productions, de nouveaux personnages. C'est pour ça que j'ai fait Zizi Chauve-souris ou c'est pour ça que je fais des petits trucs comme Les Carnets Secrets. Si une série a du succès, le succès de Billy Brouillard est quand même relatif, on a tendance à nous enfermer dans un truc, tu vois, et donc du coup ça devient un truc systématique qu'on n'a pas forcément envie de dessiner. Mais non, mais on est multiples, je ne fais pas que Billy Brouillard, je fais d'autres... Et puis ma motivation, c'est pas le succès, parce que si je savais faire un succès à chaque fois, je le ferais. Je suis pas bête. Le succès, je ne sais pas ce que c'est, et c'est difficile de faire une BD qui vende et qui touche le lecteur. Mais à partir du moment, c'est Lewis Trondheim qui me disait ça, où on s'amuse, déjà, même si ça vend pas, on s'est amusé, quoi. Tu vois. C'est justement ça. Le plaisir est communicatif, en plus. On a de fortes chances de plaire si on prend du plaisir. L'idée première de des carnets secrets, c'est peut-être un petit peu ça aussi, c'est que tu balances des choses sous une forme de lâcher
tu n'as pas une vocation à créer une série Oui, voilà, complète derrière. c'est une récréation. Toi, j'avais ça dans des carnets, je m'amusais à le faire, je l'ai fait lire. Et pour moi, c'était presque un brouillon, c'était un schéma d'idées. Et j'ai fait lire ça à Lewis Trondheim, donc, qui est auteur de BD qu'on ne présente plus. Il était président à Angoulême aussi, il était Grand Prix. C'est difficile aussi de citer ses œuvres. Oui, puis il est directeur de collection aussi aux éditions Delcourt, dans une collection pour une collection qui s'appelle Shampoing. Et il a vu ça, il était mort de rire, il m'a dit bah, tiens, je te le publie. Alors ils m'ont donné des sous pour un truc que moi j'avais fait pour m'amuser, donc j'étais super content. Donc oui. Voilà, donc l'idée de ça, d'avoir l'envie de montrer un travail, c'est aussi sur des nouvelles choses comme ça. Oui, voilà, je te dis, j'aime bien Lewis Trondheim. Je lui dis tiens, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je fais ça pour le faire marrer, si tu veux. Il se marrait, puis c'est cool, j'aime bien. Si ça me fait marrer, ça fera marrer les autres. Et puis c'est parti comme ça. Il n'y a aucun plan marketing, aucun plan de carrière. Ouais, c'est essayer de rester frais et de retrouver l'enthousiasme qu'on a quand, justement, on y revient, quand on a 7-8 ans, qu'on a la chance d'avoir un jardin, on se dit « Ah, j'ai tout l'après-midi pour moi, il n'y a pas école, c'est les vacances, et ben je vais aller m'amuser dans le jardin. » Et là, on s'invente des histoires. Essayer de retrouver cette fraîcheur quand on fait un livre. Et justement, c'est dur de ne pas retomber dans un côté systématique et professionnel de la profession. Toi. C'est ça que je cherche, moi, la spontanéité. Mais c'est dur parce qu'on s'enferme tout le temps dans des cases. C'est pas... quand même le jeu de mots pas mal. Hein. S'enferme dans les cases parce que BD, tout ça. Alors, les mots cases et les mots bulles sont interdits aujourd'hui. D'accord. Ouais, ça. On fait un titre pour Libé, tiens. C'est ça. Dans les années 2000, tu quittes le Giron Soleil. Ouais. Tu t'aventures au Lombard avec Ernest et Rebecca. Et en parallèle aussi, tu lances une collection. Quand tu dis tu lances, c'est-à-dire tu es le début sur la... Tu lances tu veux dire c'est une expression, c'est pas expression, une oui, collection oui. que tu... D'accord. Tu lances une collection. Alors soyons clairs, Oui, pour pas... non, mais j'ai raison, il faut être précis que sur les mots. les auditeurs ne savent pas. Donc Métamorphose, c'est Billy Brouillard qui sort, c'est le premier album de la collection Métamorphose. Ernest et Rebecca à côté. C'est vrai. Qui sortent en même temps. D'un coup, tu vas voir ailleurs que là où tes habitudes ou là où tu as tes connaissances. Ça s'est fait comment ? Alors, comment dire, mais on va ennuyer tout le monde, là, déjà qu'il y a du monde, là où ça s'est rempli. Hein. Vous avez votre émission a du succès, c'est incroyable. On les paye. Alors, moi, mes premières amours, c'est vraiment la bande dessinée belge et américaine, humoristique. Et je me suis retrouvé par hasard chez Soleil, mais là-bas, ils faisaient de l'heroic fantasy avec des mecs musclés, des nanas avec des gros seins, etc. Donc, c'était pas trop mon univers graphique, tu vois. Moi, je rêvais d'être chez Dupuis, l'école belge, ou les types qui font des gros nez, tout ça. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre de ne pas être à ma place à Soleil. Je me suis dit, je vais aller voir ailleurs, chez des gens que j'aurais dû aller voir bien plus tôt, c'est-à-dire les Belges, avec les éditions du Lombard. Hein, c'est l'éditeur historique de Tintin à l'origine. Et puis voilà, j'ai proposé des scénarios. Non, je dis n'importe quoi. Puis avec un ami qui dessine, un ami de chez Disney Italie, qui fait des trucs Mickey et tout ça. Il a fait les dessins, j'ai fait les scénarios, puis je me suis retrouvé chez le Lombard, tout simplement. Et pour Métamorphose, alors je pétais complètement un câble à dessiner Will, parce que techniquement, je m'enfermais dans des cases, j'ancrais avec un pinceau, je me prenais la tête et j'avais mal au ventre. J'étais en train de perdre cette fraîcheur dont on parlait tout à l'heure, mais vraiment, ça devenait un poids de dessiner cette série. Et le soir, pour vraiment décompresser, je prenais des petits bouts de papier qui traînaient sur la table, je dessinais, je gribouillais maladroitement quelques monstres, quelques petits personnages, et je jetais ça à la poubelle, tu vois, parce que pour moi, c'était pas valable. Et c'est ma copine qui m'a dit, qui récupérait mes dessins dans les poubelles, elle me disait, mais c'est vachement plus toi, parce que le trait était un peu tremblotant, il y avait un peu des couleurs qui dépassaient, etc. Et c'est devenu Billy Brouillard, si tu veux. Tu vois, il est né de la poubelle, en fait, quelque part. Et donc, on m'a proposé de faire un album. Là, des éditions Soleil. Et là, je dois dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'éditeurs qui font ça, parce qu'à l'époque, personne ne me connaissait. Et je rapportais absolument pas d'argent à qui que ce soit. Et ils m'ont dit, écoute, tu fais l'album que tu veux, le format que tu veux, tu prends le temps que tu veux, et amuse-toi. Et Billy Brouillard est sorti de ça, quoi. Un livre un peu atypique, avec des petits poèmes dedans, des petits crobards, des petites bandes dessinées. C'était un espèce d'album fourre-tout. Et il s'est retrouvé, alors Barbara Canepa et Clotilde Devu, qui sont donc directrices de collection aux éditions Soleil Delcourt, m'ont proposé de sortir le bouquin. Je devais être le 3e à sortir, mais comme les autres avaient du retard, je me suis retrouvé le 1er. Voilà, donc, et c'est bientôt l'anniversaire de la collection l'année prochaine. Il y aura de gros événements et de gros trucs. Grosses expositions. Concernant Métamorphose. Ouais. Globalement, c'est une très belle collection, Métamorphose, assez variée et très sympa. Elle avait déjà fait une exposition sur Aix. Oui, il y a longtemps, oui. Un petit moment, on avait reconstitué la chambre de Billy Brouillard dans un cube à la bibliothèque Méjeanne. Ouais, c'était vachement bien. Donc là, tu deviens scénariste.
Oui, enfin, scénariste. Avec Ernest et Rebecca. Oui. Enfin, pour moi, scénariste, c'est un titre. Oui. Tu vois, moi, je me suis rendu compte que les scénaristes étaient tellement nuls, je me suis dit, tiens, je peux écrire moi aussi. Mais je me considère pas comme scénariste. Ils m'ont décomplexé, en fait. Il y a des scénaristes dans la salle. Echo aussi, qui est très joli aussi. Ouais. Et en gros, tu as un travail qui est beaucoup plus textuel, je trouve, que ce que tu faisais dans les BD que tu faisais avant. Hein. On a l'impression que les histoires... T'as dit textuel, t'as pas dit sexuel. J'ai dit textuel, D'accord, oui, pardon. on y viendra Sexuel, après, ce sera on après. reviendra D'accord. pour les seins. On a l'impression que l'histoire devient plus forte que le dessin pour toi, que tu as plus envie de raconter que de montrer. Mais en fait, le dessin, c'est une écriture. Quand on parlait tout à l'heure de mais comment tu commences à dessiner, tous les enfants dessinaient. Qui ne dessinait pas dans la salle? Qui ne dessinait pas? Ouais, il y a Tu vraiment vois, aucun personne ne doute. lève le doigt. Donc, ou alors ils se foutent de ma question, ou alors qui dessinait dans la salle? Attention. Enfant, je dis. Hein. Tout le monde dessinait. Il y en a qui C'est la première écriture naturelle, le dessin. Une lettre, l'alphabet, à la base, c'est un dessin. Hein. Le A, c'est un symbole, etc. Bref, ce qui est important, c'est pas tant le média qu'on utilise pour raconter une histoire, c'est qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut raconter. Qu'on le raconte avec de l'écriture, avec du dessin, avec une caméra, peu importe. Moi, ce qui m'importe, c'est de dire quelque chose, que ce soit quelque chose de léger, sans intérêt, de rigolo, de triste, de profond. Peu importe ce qui est important, je le répète, j'insiste bien, je radote pas, j'insiste bien pour l'auditeur. Ce qui est important, c'est de raconter quelque chose. Et alors, pourquoi je l'ai fait par le dessin? Parce qu'encore une fois, je dis c'est la première forme d'écriture qui vient. Et puis j'estimais que je n'étais pas assez fort pour écrire parce qu'il y a des règles de syntaxe, il y a des règles de grammaire. Alors j'ai rien pour les auteurs d'aujourd'hui. Il y en a des brillants, hein, la majeure partie est brillante. Mais je pensais que pour être écrivain ou que pour être scénariste, il fallait faire des écoles, être légitime, être très fort en français. En fait, je me suis rendu compte, en lisant des gens que je ne citerai pas, que finalement, c'était à la portée de tout le monde, quoi. Donc, je me suis mis à plus écrire qu'à dessiner, parce que j'aime bien les mots aussi. Tu vois, on revient à Georges Brassens, tu vois, c'est marrant. Et le dessin, c'est un support à l'histoire. Dans la bande dessinée, le dessin, on s'en fiche un peu. Alors, il nous attire un peu comme une prostituée qui fait le tapin, comme ça, qui révèle sa jupe, mais dedans, finalement, il y a des mots qui... Si vous faites bien attention, quand vous lisez une BD, vous regardez plus le texte que le dessin. Finalement, le dessin, c'est un support, mais... on survole quand même un dessin. Tu vois, il y a le côté aguicheur justement sur le dessin. Voilà. Bon, après, il y a de grands illustrateurs. C'est ce qui va faire venir au démarrage. Ouais, voilà. Pour moi, le dessin, c'est un support. C'est pas. Enfin, c'est important, mais c'est pas le plus important. Donc, dernièrement, on a l'impression qu'il y a une sorte de grande histoire d'amour qui s'est créée avec entre nous. Avec Lewis Trondheim. Ah, parce que tu me regardes depuis tout à l'heure. C'est ça, oui, c'est ça. Non, mais j'ai un regard inquisiteur, mais des fois, les gens ils perçoivent mal. Donc, tu as participé à l'atelier Mastodonte, qui est une initiative de Lewis Trondheim, donc qui est une sorte de faux atelier de BD dans le journal Spirou. C'est un vrai atelier de BD, c'est un atelier de BD virtuel. Oui, virtuel, parce que vous n'êtes pas vraiment ensemble, en vrai, dans la vraie vie. Voilà. Si, on est ensemble sur un blog commun, en fait. Voilà. Il y a eu Zizi Chauve-souris, des strips jeunesse. On en a parlé récemment dans notre émission. Je disais que c'était une sorte de mélange entre du Tim Burton et du Calvin et Hobbes. Bah, ça m'honore, ouais. C'est vrai qu'on aime toujours comparer par rapport à des références, mais oui, c'est vrai, peut-être, oui. Je trouve que ça fait en tout cas, c'est un beau compliment. Voilà, et les carnets secrets. Il y a pire, hein, t'as pas parlé de Guillaume Musso. Hein. Oui. Non, mais alors, pour le coup, tu parles à Guillaume Musso parce que je te parlais tout à l'heure des types qui savaient. D'auteurs, c'est ça. Tout de suite, j'ai pensé à lui. Guillaume Musso est très talentueux. Je le pense vraiment. Donc, les carnets secrets dans la collection Shampoing, comment s'est créée cette relation? Alors, il faut réexpliquer aux gens parce qu'en fait, Lewis Trondheim, donc c'était quoi le truc? Non, voilà, l'atelier Mastodonte, c'était et c'est toujours un collectif d'auteurs. C'est un peu comme un cadavre exquis. C'est dur à dire, un cadavre exquis. Et ça anime les pages du journal de Spirou. Et le journal de Spirou, c'est le magazine des éditions Dupuis. Et donc, à la façon de l'Enfeustomac tout à l'heure, il y a des auteurs qui font leurs armes dedans. Alors, faire leurs armes, encore une fois, c'est une expression. Hein. Il faut bien le dire. Voilà, ils n'ont pas des trucs les métaphores aujourd'hui. Voilà. Et donc, voilà, on se mettait en scène et on animait les pages du journal. Et donc, ça avait pas mal de succès dans le journal. Et donc, c'est devenu une petite série d'albums. Voilà. Et je me suis retrouvé dans ce collectif d'auteurs. Et Zizi Chauve-souris, c'est un peu pareil. C'est des petits strips, donc des petites bandes qui passent à la fin du journal. Et quand il y en a assez, hop, ça sort en album. Et l'éditeur devient riche et nous, on reste pauvres. Ça, c'est classique. Voilà. Ah oui, voilà, c'est né d'une rencontre avec Lewis. Tu vois, Lewis, c'est quelqu'un que je connaissais comme ça, on va dire, en fan. Et qui a un côté pas évident parce qu'il est toujours rien, qui n'est pas comme ça, il était toujours très... C'est une protection, hein, c'est un type adorable et le plus bienveillant que je connaisse dans le métier. Et on s'est rencontrés dans un salon, on a discuté de strips, de choses et d'autres, on est devenus copains, et puis
Zizi Chauve-souris, j'ai dit tiens, c'est né il me dit tes strips dans Spirou, parce que je faisais d'autres strips dans Spirou, il me dit ils sont nuls. J'ai dit bah écoute, t'as qu'à en écrire toi des strips. Alors, par défi, il m'a écrit un petit strip, il me dit vas-y, donne-moi un personnage, je sais pas. Alors moi je dessinais une petite fille qui était échevelée comme ça avec une chauve-souris, il me dit ok d'accord, tac, il a appelé Zizi Chauve-souris, il m'a envoyé un scénario, je l'ai fait, on en a fait 10 parce qu'on s'est marré, et ça a commencé à être prépublié dans le journal. Et là encore une fois, comme on disait tout à l'heure, la notion de jeu et de fraîcheur, on voulait vraiment s'amuser avec Lewis, tu vois, on avait l'impression d'avoir 8 ans tous les deux, puis d'avoir un Big Jim. Alors un Big Jim, c'était une figurine des années 80, et de jouer tous les deux, tu vois, à se raconter des histoires dans le jardin, quoi, si tu veux. Toi, c'est une cour de récré, quoi, c'est une rencontre avec un copain, et on s'amuse le temps de quelques albums, voilà. Il y a quand même un feeling particulier avec Trondheim, quand même. Oui. Vous arrivez justement à avoir cette fraîcheur tous les deux et à vous motiver tous les deux. Oui, Lewis Trondheim, c'est lui qui me dit, voilà, s'il y a quelque chose qui est compliqué à dessiner, il ne faut pas que ça te fasse mal au ventre, il faut que ça soit facile. Il y a une notion de plaisir, de facilité, tu vois, il prêche vachement ça, tu vois, il fait tout pour, tu vois, moi je sais pas dessiner les voitures et j'ai pas envie de les dessiner. Il me dit bon, on va la mettre à la campagne, il n'y aura pas de voiture, il y aura que des buissons, et tu regardes dans Zizi Chauve-souris, c'est toujours les mêmes dessins si tu veux. Et il fait toujours en sorte que tu t'amuses et que tu prennes du plaisir, tu vois, c'est pour ça que je trouve qu'il est vraiment bienveillant. Si tu fais une bande dessinée et que tu es content, il est content. Tu vois, donc c'est vraiment quelqu'un de généreux en ce sens-là. Ouais. Oui, il a pris un petit peu la place de Tarquin ou de. Oui, il a pas d'une pris certaine façon. Ah, en tant que guide ou de papa entre guillemets. Oui. Puis après, si on doit regarder quelqu'un dans ce rôle-là. J'ai cité Trondheim et Tarquin, mais il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Barbara Canepa, Julien Nil, des copains qu'on croise sur notre route. Petit Luc qui était là. Éric Cartier, qui sont des personnes à qui j'ai montré mes dessins quand j'étais plus jeune, mais aussi le public, tu sais, le public, ça fait chanteur de rock. Les Michel Sardou sort de ce corps. Ne me chauffe pas. Hein. Les gens qui viennent te voir en dédicace, qui te font des compliments, qui te posent des questions, qui sont contents d'échanger avec toi, je t'assure que c'est vraiment quelque part des guides aussi et des motivations qui te permettent de continuer. C'est vraiment important cet échange d'énergie. Un chanteur sur scène, s'il est mauvais, on lui dit tout de suite et puis il rentre se coucher. Ou alors s'il est bon, alors il donne tout, puis tu as les gens qui applaudissent, alors là il se remplit d'énergie. Nous, quand on a fini notre BD, on est face à notre mur, on se dit on va aller se coucher, on est tout seul. Tu vois. C'est pour ça que c'est important d'aller dans des salons comme celui-ci, d'être en dédicace, de discuter avec des gens, parce que il y a un vrai échange d'énergie, quoi. Ou pas, hein, mais... Non, ça valide ton travail d'une certaine façon, il y a un retour sur la légitimité de ce que tu fais. Voilà, tu te dis tiens, ça c'est pas complètement inutile, ça touche des gens et les gens nous en font part et donc ça nous stimule aussi. Enfin, c'est une espèce de cycle comme ça, énergétique. Dans l'atelier Mastodonte, tu te représentes toi-même. Tu as un personnage quand même qui est un peu l'alcoolo de l'équipe. Ouais. C'est toi qui as choisi ce personnage-là ou... Bon, on m'a défini comme ça, puis je l'ai choisi comme ça parce que ça me fait rigoler. Ouais, parce que j'avais les cheveux longs et une casquette à l'époque toujours. Et puis j'aime bien Alors je suis pas un alcoolique, je suis un ivrogne. Ce n'est absolument pas pareil. Cherchez dans le petit Larousse, s'il vous plaît. Voilà. La différence. La différence. C'est un alcoolique, il en a besoin physiquement, on va dire, pour pas trembler. Un ivrogne, c'est un type qui aime l'excès, purement et simplement, et le partage avec les copains, le machin, enfin tu vois, le côté sac à vin un peu, si tu veux. Donc c'est un côté péjoratif, mais moi j'aime bien ça. Et alors du coup, voilà, comme on se voyait dans les festivals, moi j'ai développé ce personnage du mec qui a une faiblesse sur la bouteille, et puis ça fait l'alcoolo, le Captain Haddock, ça fait toujours rire tout le monde, parce que c'est un petit travers humain, tu vois. Donc voilà, alors il y a l'obsédé sexuel, le méchant, le gentil, et puis l'ivrogne, quoi. C'est toujours des caractéristiques. Tout le monde connaît un ivrogne, ou tout le monde l'est un peu, donc c'est plus pour les besoins, c'est un rôle de composition, si tu veux. Donc, comme mon personnage boit, je m'efforce à boire pour être cohérent comme ça avec voilà. Acteur studio. Voilà. Non, mais c'est important. La cohérence, mes amis, n'oubliez pas ça. Ta dernière production, on va dire, c'est en famille, c'est Jasmine que tu as fait avec ton frère. Ouais. Ton frère, tu le fréquentes depuis un moment quand même, j'imagine. Et pourquoi tu as commencé à travailler si tard que ça avec lui ? Oui, parce que c'est pas parce qu'on est frères qu'il faut travailler ensemble. Non, ça s'est fait, c'est encore du hasard. On se croisait pas souvent, puis il est venu habiter à Aix, donc on se voyait un peu plus. Et à l'époque, mais j'ai l'impression de raconter ma vie, là, j'ai l'impression que tout le monde se... C'est l'objectif, c'est une espèce de séance de thérapie de groupe. Et donc, lorsque ma petite nièce était toute petite, c'est lui qui l'a gardée, il faisait le babysitter. Et donc, elle était dans sa chaise à bascule, là, à manger sa... Bon, pour pas la dissiper, en fait, pour qu'elle soit un peu attentive, il la faisait rigoler en imitant une petite souris qui sautait dans les flaques d'eau. Donc il s'est mis à lui improviser une histoire, et puis qu'elle voulait tout le temps qu'il lui raconte.
Donc il lui racontait cette histoire débile de la petite souris qui saute dans les flaques d'eau et qui éclabousse les animaux. Et puis un jour, il s'est mis à l'écrire, mais alors vraiment en 4 lignes, pour me demander ce que j'en pensais, mais sans avoir l'intention d'en faire un livre. Et moi, j'avais trouvé ça cool, j'avais rangé ça dans mon ordinateur. Tu vois, c'est parce que j'ai pas bu ça. Tu vois, il y a de l'eau, je suis désolé, on a que ça. J'essaye de parler trop vite, en plus on est à la radio, il faut que je prenne le temps. Non, et puis du coup, j'ai retrouvé ça, 6 mois après, et j'ai trouvé qu'il y avait une fraîcheur, justement. Comment te dire, un scénariste, il va utiliser des codes ou des trucs pour écrire une histoire. Lui, il n'était pas du tout scénariste. Il a écrit ça de manière fraîche et complètement, désintéressée. Et je trouvais qu'il y avait une fraîcheur incroyable sur ce truc. Je me suis dit, tiens, j'ai eu envie de dessiner cette petite souris. Donc je me suis mis à dessiner cette petite souris. Donc lui, il était ravi que j'en fasse un livre. Et puis on l'a proposé à des éditeurs. On s'est fait jeter partout, sauf par les éditions Glénat qui l'ont publié. Voilà. Puis là, il parle d'en faire un dessin animé et tout. Donc, oui, ça marche bien. Oui, c'est cool, ça marche cool. bien. Oui. C'est relatif parce que le livre jeunesse, c'est très compliqué à vendre. Mais en tout cas, ça plaît aux enfants. Et je vous invite à aller voir sur le stand. Il y a Thomas qui dédicace. Et, c'est des livres qui plaisent bien aux petits-enfants. Ouais. Tu n'as pas subi de pression de la part? Donc, tu vois, là encore, c'est encore une rencontre. Tu vois, j'avais pas ça dans mes tiroirs. C'est un peu du hasard, finalement. On essaye d'improviser. La vie, c'est ça. Hein. C'est un peu une improvisation. Tu as des occasions qui t'arrivent. Et après, tu saisis ou pas ces opportunités. Tu vois, il faut marcher au coup de cœur, au plaisir. Enfin, moi, je crois que c'est ça. Si on est là pour se faire chier, déjà que c'est compliqué, tu vois. Donc, essayer de trouver du plaisir à chaque instant et de s'amuser dans ce que tu fais, quoi. Je ne sais plus qui c'est qui a dit, si tu fais ton métier avec passion, tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie, quoi. Oui. Alors, ça rejoint ce que tu disais au début, finalement. Oui. Au départ, quand tu parlais des carrières envisagées, c'était ça quand même. Bah oui, parce que je te dis, encore une fois, c'était le seul truc où tu n'as pas de patron et tu t'amuses et tu te lèves un peu quand tu veux. C'est génial, quand même. Ouais, ça a bien sorti, en fait, au final. Bon, c'est pas fini, hein, ça se trouve, ça a très mal tourné, on ne sait pas. Hein. Ouais. Oui, je voulais te demander, tu n'as pas subi de pression de la part de la famille pour dessiner absolument les scénarios de ton frère? Ah non. Ils n'étaient même pas au courant, en fait, on leur a fait la surprise. Non, mais ils s'en fichent complètement. Enfin, ils sont contents, mais... Non, pas de pression particulière. Non, on n'est pas une famille. On est une famille italienne, mais pas mafieuse. Ah. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Vous pouvez lever la main, on vous amène un micro. Ah, une question par ici. Où sont les toilettes? Ça serait rigolo. Alors les toilettes, vous sortez de l'amphi, vous longez le couloir. Bonjour, vous parliez tout à l'heure à propos de l'atelier mastodonte d'un cadavre exquis. Comment est-ce que ça se déroule? On a vraiment l'impression qu'il y a des thèmes qui sont suivis et ensuite d'un gag à l'autre, vraiment l'un rebondit sur l'autre, ce qui implique que on connaisse le dessin du précédent avant de pouvoir le faire. Comment est-ce que vous décidez qui va prendre la suite pour un gag donné? En fait, c'est pour ça que je dis que c'est un vrai atelier virtuel dans le sens où on a un blog privé. Et sur ce blog, on correspond, on poste nos idées. Donc, par exemple, quelqu'un lance une idée, tiens, faisons une série de gags sur les festivals de BD. Donc, on se réfère à ce qu'on a vécu parce que tout part d'une base authentique. Et puis là, il y a quelqu'un qui poste une idée, donc un crayonné. Et puis, donc, au-dessous, il y a quelqu'un d'autre qui réagit. Et ensuite, on sélectionne. Ça va pas, ça va pas. Tac, on corrige. Et puis, donc, ça, voilà, on se montre, on échange les strips sur un blog. Donc, ce qui donne cette impression de fluidité. Voilà, après, on sélectionne. Il n'y a pas tout qui est... Il y a des gars qui sont pas bons ou qui ne rentrent pas dans la lignée. Et puis, on fait des brouillons. Et ensuite, quand c'est bon, c'est validé. On encre et on colorie. Et puis, ça paraît dans Spirou. On se montre les dessins, tout simplement, sur ce blog. Pas de secret. Quelqu'un d'autre? N'hésitez pas, on offre des bonbons à la fin. Ah bon? Oui, mais uniquement s'ils posent des questions. C'est l'heure de la sieste, c'est normal. C'est ça, Ah, Leïla, elle a une question. Ah, non, si. Leïla, La jeune fille Leïla. frisée, là. Ah, on aime bien faire poser des questions à Leïla. Mademoiselle Benavid? Est-ce que c'est votre vrai métier? Ah oui, c'est un plan B, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, c'est mon vrai métier dans la mesure où on me donne de l'argent pour le faire. J'en ai pas d'autre à côté de métier. Comme j'ai des petits besoins, du coup, ça va, quoi. J'ai pas de voiture, j'ai pas de maison, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai pas de projet, j'ai pas d'avenir, donc du coup... Et le vin, faut bien le payer quand même. Ah, on me l'offre. Oui. Parce que je suis tout le temps en festival, du coup, pour manger. Plan, ça. Ça, c'est du plan de carrière, ça. L'école de commerce, prenez-en de la graine. Par contre, demain, si je me casse les deux mains, là, je suis foutu. Hein.
On a une vraie question de la part de Une la vraie question. Quand sortira le prochain tome d'Ernest et Rebecca? Alors nous en avons déjà parlé car j'ai la chance de connaître Leïla. Je ne sais pas parce qu'il y a eu un problème de coloriste qui nous a abandonnés en cours de route. Donc on a dû trouver une autre coloriste disponible et elle est en train elle a commencé à colorier les 10 premières pages. Ouais, je pense que j'espère en septembre. Je l'espère. Bon, dans le pire des cas, il y a encore une liste qui est disponible pour les couleurs. Une autre question par là. Quelle est la différence entre ivrogne, poche à vin, alcoolo, J'ai soifard? retenu celle-là. Je suis plus ivrogne aussi, du coup. Yeah. Tout à l'heure, tu as parlé de la recherche de la fraîcheur pour être plus spontané dans ce que tu fais. Et du coup, comment est-ce que tu le fais, du coup? Tu as trouvé des... Si je le savais. Mais tu sais, c'est un vaste débat moi, qui me passionne. C'est comme dans les arts martiaux ou dans la musique. C'est-à-dire il faut toujours trouver le bon truc entre le lâcher-prise, c'est-à-dire être soi-même comme un enfant, pleurer quand on a envie de pleurer, crier quand on a envie de crier, rigoler, faire n'importe quoi quelque part. Parce que pour moi, n'importe quoi n'est pas n'importe quoi. Tu vois, c'est l'expression naturelle de certains diraient même de Dieu, quelque part, tu vois, de ta nature profonde. Et la maîtrise, c'est-à-dire pas faire n'importe quoi, justement, maîtriser cette force, tu vois. Et tu retrouves ça dans les arts martiaux, tu vois, où ils t'apprennent un mouvement pendant 20 ans. Et puis au bout de 20 ans, ils te disent maintenant tu le fais à ta manière, tu vois, ou comme un pianiste qui va faire ses gammes pendant des années, puis après qui va jouer comme ding 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 ding, qui va faire un petit peu n'importe quoi, qui va exprimer sa divinité intérieure quelque part, donc son lâcher prise, tout en structurant et en maîtrisant. Donc cet équilibre, il est super fragile et je pense qu'il n'y en a pas assez d'une vie pour l'apprendre. Moi, j'ai toujours l'impression de faire un dessin lâché comme ça, ou d'être très inspiré, d'être très présent, tu vois, c'est un truc presque de méditation. Il faut que tu sois présent et que tu sortes ce côté finalement, tu vois, sur le papier, un peu comme ça, sans trop réfléchir, pour qu'on retrouve vraiment ton trait. Alors tant pis si ton trait n'est pas beau, tant pis si ton dessin n'est pas très esthétique, mais vaut mieux un dessin vivant un peu mal foutu qu'un dessin très joli, très froid, très impersonnel, tu vois. Donc voilà, l'équilibre, on a toujours tendance à s'enfermer après tu vois, avec Billy Brouillard, ça avait commencé comme un truc un peu lâcher prise. Et puis j'ai tendance à m'enfermer dans une petite prison, comme tu parlais de la série, tu vois, de devoir refaire. Et donc il faut toujours rester vigilant pour toujours essayer si j'avais le secret, la formule secrète, je te la dirais, mais... T'as pas des activités qui sont complètement en dehors du cadre de la BD qui catalyseraient le n'importe quoi? Je te dis oui, c'est pareil, tu le retrouves. Alors je suis pas musicien, mais j'aime bien jouer de la guitare. Toi, c'est pareil, je connais les accords do, fa, sol, puis ce qui est bien, c'est que des fois, tu en as plein le dos, tu prends ta guitare, et puis quand tu es tout seul, tu commences à brailler comme un fou. Et là, c'est vachement bien, quoi. Tu vois, c'est un chanteur sur scène, Johnny Hallyday, qu'on a tant parlé de ce pauvre Johnny. Quand il était sur scène, t'es là, approchez pas que vous soyez flic ou bado. Le mec, il se lâche, quoi, tu vois. C'est génial, c'est pour ça qu'on aime Johnny ou pas. Mais derrière, il a bossé son truc, il a pris le solfège. Enfin, tu vois, il a peut-être pas pris le solfège, Johnny, mais bon. Il sait chanter en mesure, en rythme, etc. Il sait ce que c'est qu'une tessiture, il sait ce que c'est qu'un octave, etc. Mais tu vois, j'adore le côté maîtriser un truc, essayer de l'oublier. Donc oui, la guitare, mais ça peut être dans la vie aussi, tu sais, avoir un côté foufou aussi. Les enfants, ils ne font que ça, tu vois, ils sont complètement fous. Après, quand on est adulte, on est toujours très sérieux, tu vois. Faire des plaisanteries et faire le con, comme on dit. Pour moi, c'est une forme de lâcher prise qui est dommage. Enfin, c'est dommage que les adultes aujourd'hui se prennent trop, enfin, surtout en France ou en Europe, trop au sérieux. Tu vas en Angleterre, moi j'ai rencontré des illustrateurs, Quentin Blake, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un monsieur de 80-85 ans. Il est très, très classe, mais il a une veste à pois rouge avec une chaussette rouge, une chaussette bleue. Tu vois, c'est un enfant quelque part, il est un peu foufou comme ça. Et je trouve qu'on se prend trop au sérieux ici. C'est on est adulte quand t'es la gueule. Charlie la chocolaterie, voilà. À la base. Entre autres. Donc oui, moi c'est ça qui me passionne, mais je suis loin du lâcher prise. Tu vois, je travaille ça, mais c'est très dur. Ça m'intéresse en tout cas. Encore une autre question par là-bas. Bon, je dis ça à des types qui étudient. Comme par hasard, quand on parle de bonbons, on a des questions. Ah. Non, mais je rebondis sur Quentin Blake que tu viens de citer. Mec, super lourd. Quand tu dis je rebondis, c'est-à-dire, parce que là, on te voit sauter dans la pièce. Voilà, je vais en Angleterre et je vais rebondir dessus. En fait, tout à l'heure, quand j'ai regardé, je crois que c'était la couverture de Jasmine, je me suis fait direct la réflexion. Je me suis dit, mais il doit trop bien marcher en Angleterre parce que ce style-là, il est dans la famille des dessinateurs anglais. Ouais, c'est vrai, ils ont cette tradition. Donc, tu marches bien en Angleterre? Tu as exporté? Qu'est-ce que... Alors là, je crois pas que c'est un marché qui est vachement difficile, d'après ce que disent les éditeurs, en tout cas européens, français. Le marché anglais, ils ont leur réseau, c'est pas évident, mais je crois pas que Jasmine soit publiée là-bas. Peut-être un jour, après c'est tout nouveau, il y a que 3 albums,
Mais oui, c'est vrai qu'il y a cette famille de graphiques un peu. Ouais. Ça me fait plaisir que tu me dises ça, parce que c'est eux qui m'ont influencé. Hein. Moi, quand Tim Blake, j'adore ses dessins parce que je me dis, mais c'est un enfant qui a dessiné, quoi. Tu vois, c'est un enfant Ou quelqu'un qui a 80 ans. Parkinson. Un peu cher, peut-être qu'il a un petit peu maintenant le Parkinson. Non, mais il est vraiment dans son. Enfin, moi, je l'ai vu dessiner, c'est magnifique, quoi. Il est dans une expression. Tu vois, c'est Picasso aussi qui disait. Picasso, il a commencé, il faisait des dessins classiques à 14 ans, il dessinait comme Michelangelo, quoi. Tu vois. Puis il s'est dit, bon, toute sa vie, il a désappris ce qu'il avait appris finalement, et c'est ce qu'ils te disent dans les arts martiaux aussi ou dans la musique. Et à la fin de sa vie, je ne sais pas si vous voyez, il y a des éditions et des reproductions de ce qu'il a fait. Il dessine vraiment comme un enfant, avec des feutres, des crayons de couleur, etc. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un dessin d'enfant. Parce qu'il n'est pas encore perverti par le modèle, par le machin, par ce qu'il faut faire, ce qu'il faut être. Et quand Tim Blake, je trouve qu'il a retrouvé parfaitement ce truc. De toute façon, quand on vieillit, j'ai l'impression que c'est un cycle un peu rigolo. On redevient enfant. On refait caca à la culotte, on recommence à avoir besoin des gens pour manger. Non, mais c'est vrai. Et je trouve qu'il y a une espèce de retour comme ça au début. Et un dessin d'enfant, c'est. Quand Tim Blake dessine comme un enfant, et je trouve que c'est merveilleux. Je trouve qu'il est lui-même, en fait. Toi, il a trouvé il triche plus, il est lui. C'est l'essentiel, en fait. Tu recherches. Ouais, voilà, c'est ça. Tu recherches être toi, en fait. Toi, quand on dit dans les films américains, on en a longtemps rigolé parce que c'est galvaudé, on l'a toujours entendu, mais be yourself. Tu vois, sois toi-même, c'est comme ça qu'on t'aime et tout, tu vois. Mais en fait, c'est ça le truc, quoi. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir plaire. Alors, tu te dis, tiens, pour vouloir plaire, il faut que mon dessin il soit propre, ou que je dessine comme lui parce que sa BD, elle marche bien. Non, sois toi-même, et les lecteurs, ils sont pas bêtes, en plus, ils le ressentent, ça, tu vois. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, au-delà du succès, au-delà de... Pour moi, le succès, c'est ça. C'est être bien dans ses baskets, et donc, si tu es bien dans tes baskets, quoi que tu dises, quand tu t'exprimes, quoi que tu fasses, que ce soit de la musique, encore une fois, du dessin, parler avec les gens, c'est ça qui est fort, quoi. Être complètement en harmonie... c'est presque de la spiritualité, hein, pour moi, le dessin, quelque part. Pensez-y dans vos études de commerce, c'est un surplus valeur sans... On vous le dit. Tu vois, comme quoi je dis pas que des conneries. Une autre question Mademoiselle Benhabib. Encore Leïla. Oh non, c'est pas la même. C'est une autre. Ah, c'est une autre. C'est la sœur jumelle de Leïla. Mais maléfique. En ce moment, tu fais une série de dessins que tu montes sur Instagram et sur Facebook. Ouais. C'est des dessins que tu fais tous les jours, un dessin par jour. Tu t'es imposé tout seul ce rythme ou pas, ou alors, tu suis quelque chose. Mais encore une fois, je raconte ma vie, là, ça me gêne vraiment, quoi. Non, mais nous, on adore ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est parce que vous êtes bien assis, vous êtes content. C'est ça la célébrité. Non, ça c'est... il y a 2 ans, je m'étais dit, tiens, je vais... ce que j'ai remarqué, regardez d'où je pars, hein. J'ai remarqué qu'on faisait plus de photos aujourd'hui, enfin on fait des photos tout le temps, mais on n'a plus d'albums de photos. Et un album de photos, parce que ma mère en faisait quand j'étais petit, donc quand je réouvre les albums de photos des années 80, j'ai toute une histoire, tout le souvenir qui me revient, tu vois. Et alors, autant je me souviens pas de ce que j'ai fait la semaine dernière, autant un écrit, quand je retombe sur... par exemple, j'ai griffouillé, je sais pas, par exemple, la mort de mon grand-père. Toi, j'ai marqué aujourd'hui, grand Pépé, il est mort, machin, tout ça. Je réouvre ça et tac. Mais alors, j'ai tout un tiroir de ma mémoire qui s'ouvre et je me souviens de tout ce que j'ai fait cette semaine-là, tu vois. Donc, l'écrit a quelque part un bon truc mnémotechnique. Donc, je me suis dit, pendant 1 an, je vais acheter un journal et tous les jours, j'écrirai une phrase. Que ce soit aujourd'hui, je suis allé faire des courses, tac, aujourd'hui, j'étais constipé, aujourd'hui, enfin, tu vois, des fois, j'écrivais un poème, des fois, j'écrivais mon rêve quand je me réveillais le matin, des fois, je n'arrivais même pas à me relire parce que j'écrivais bourré, enfin, tu vois. Et tous les jours, pendant 1 an, j'ai écrit un truc. 1 an après, alors maintenant, je le fais encore, je réouvre. Je me dis, tiens, aujourd'hui, on est le 28 avril, je réouvre le 28 avril 2016, et là, je lis le truc et je suis surpris par ce que j'ai écrit, parce que non seulement je trouve que c'est super bien écrit, je trouve qu'il y a une profondeur, mais vraiment, je ne dis pas ça mais insoupçonnée, parce que quand ça devient systématique, comme ça, on ne s'en rend plus compte. Des fois, j'écrivais ça, je balançais mon carnet, je n'y pensais plus. Et je retrouve des merveilles dans ce carnet, et surtout, ma mémoire est incroyable. Tu vois, j'ai des tiroirs, des pans entiers de ma mémoire qui ressortent. Et pour en venir à ta question, je me suis dit, alors une fois que j'avais fait mon carnet comme ça, je passais le jour de l'an chez Lewis Trondheim, et je me suis dit, tiens, je vais refaire un carnet où j'écris un truc chaque année. Et je me suis dit, non, je vais faire un truc où je vais faire un dessin par jour. Au début, ça devait être, tu vois. Et donc, Lewis Trondheim, il me regarde et il me dit, ah, c'est une bonne idée, je vais faire comme toi. Et alors, on s'est imposé tous les deux comme une forme de challenge, de faire un dessin par jour dans notre carnet. D'ailleurs, Lewis Trondheim est aussi sur Instagram. Il a fait un truc avec Lapino, etc. C'est génial. D'ailleurs, il a déjà prévu d'en faire un album. Oui.
Et du coup, alors moi j'étais prêt à abandonner parce que c'est trop difficile. Je me suis mis dans un truc où je n'ai pas le temps. Alors le but du jeu, c'est quand tu n'as pas le temps, tu dois gruger, tu dois faire un truc rapide. Tu vois, j'aime bien le côté improvisation aussi et lâcher prise et maîtrise. Donc là, on est encore dans cet exercice. La maîtrise, c'est la discipline, c'est-à-dire tous les jours, je dois faire un truc même si j'ai pas envie. Et là-dessus, je dois me faire plaisir. Enfin, je dois lâcher prise, quoi. Et donc voilà, c'est né comme ça. Et là, j'ai envie de laisser tomber, mais comme je vois Trondheim qui continue, je continue. Non, t'as pas intérêt à abandonner. Mais d'ailleurs, il y a un scénario quand même. Enfin, c'est une histoire qui se suit. Voilà, et c'est devenu une histoire. C'est venu tout seul. Pardon ? T'as pas scénarisé à l'avance. Non, tous les jours, je dois trouver un dessin et après, si un jour ça devient un album, je mettrai des petits textes dessous, tu sais, un peu comme une BD. Avec des cases, avec le texte dessous, tu sais, le narratif dessous, comme dans les livres. Voilà. Et oui, c'est les idées. En fait, je regarde ce que j'ai fait la veille et je me fais mon histoire. Enfin, c'est un peu un truc de schizophrène. Tu as les personnages qui vivent tout seuls, presque, qui te disent presque ce qu'il faut qu'ils fassent, quoi. C'est très marrant. Mais oui, c'est de l'improvisation. Ouais. De toute façon, quand on raconte une histoire à son enfant ou quand on écrit un scénario, on improvise forcément. Tu vois ? Oui. On passe par Tu parlais de contraintes. Tu as fait un exercice un peu oubapesque avec Epictet. Moi, c'est un album que j'ai beaucoup aimé, que tu as scénarisé. Donc, c'est un album sur un teckel. Un teckel, un chien qui ressemble à rien. Un chien qui ressemble à rien. Enfin, genre teckel, mais c'est parce qu'il est très long, je dis teckel. Ouais. Donc, un album dans un très très long format. Oui, c'est le livre le plus long du monde. Le plus long du monde. Il est très très long. Je ne sais pas où le ranger dans ma bibliothèque, à tel point que je ne l'ai pas retrouvé en le recherchant. Mais tu peux en faire une étagère, en fait. C'est un exercice vraiment de contrainte que tu t'étais imposé parce que c'était fun ou d'un coup tu t'es dit tiens, je vais faire quelque chose, ça va permettre de réfléchir sur ce format Non, là c'était né dans l'Enfostemag, c'était des scénarios que je faisais pour un ami, un Italien encore qui dessinait c'était pour animer les pages d'un journal. Et alors c'était bien avant Imbattable, hein, je tiens à le dire, mais après Fred de Philémon qui faisait déjà ça dans les années 70. En fait, c'est un petit personnage qui essaye de s'évader de sa prison des cases de la BD. Donc, ça jouait un peu avec les codes de la BD. C'était complètement débile. Et quand il y a eu assez de pages, mon éditrice Clotilde Vu, elle m'a dit ça serait bien elle a bloqué sur un format. Elle s'est dit ça serait bien de faire un livre très long. Et puis alors du coup, on a remonté toutes les pages et on a fait ça dans ce bouquin long. Mais l'idée vient de l'éditrice. D'accord, parce que c'est vrai que c'est un format. Alors après, c'est bien. En gros, il n'y avait pas cette contrainte de format quand tu l'as écrit, en fait. Non. D'accord. Elle a été en cours de route. Mais c'est marrant cette idée de contrainte. En fait, c'est Schultz, comment il s'appelle Schultz des Peanuts, la Snoopy. Il disait, en fait, c'est quand on a des contraintes qu'on doit redoubler d'inventivité pour en sortir finalement. Lui, il devait faire un strip par jour. Il a quand même fait un strip par jour plus les pages du dimanche pendant 40 ans. Donc, il devait dessiner assez rapidement. Donc, il a dû développer un style assez simple, assez minimaliste et une certaine forme de poésie justement pour éviter de dessiner quelque part, quoi. Et devant cette contrainte, il est né une des meilleures bandes dessinées du monde, quoi, enfin, à mon sens. Donc la contrainte, tu vois, encore une fois, permet de se surpasser et de se libérer de certains trucs. On est encore sur la maîtrise et le lâcher-prise. Tu as fait des études de chinois, donc tu étais intéressé par l'Asie. Ouais. Tes influences asiatiques sont pas du tout perceptibles dans ton travail. Pourtant, il y en a. J'ai raté des trucs. Eh bien, justement, on parle du lâcher-prise et de la maîtrise depuis tout à l'heure. C'est très, très oriental. Hein. Jeune padawan. Jeune padawan. Et moi, j'adore la philosophie, je ne la connais pas très bien, mais chinoise, orientale en général, mais le taoïsme, tout ça, ça ne dit que ça, hein, d'être soi-même, de lâcher prise, etc. Donc, j'ai fait des études de chinois pour aller pratiquer les arts martiaux là-bas. Quand je dis art martial, c'est pas forcément... Et puis bon, je suis plus allé en cours, donc j'ai fini par aller en Chine quand même. Et puis quand je suis revenu de Chine, je me suis dit, bon, le chinois, j'en ai pas besoin. Et puis j'ai rencontré Didier Tarquin, et puis voilà, je suis allé à l'atelier pour faire de la BD. Et dès que j'ai été un peu payé par le journal l'Enfostemag, j'ai pu payer mon loyer, et j'ai pu dire à mon papa, eh ben, j'y vais plus à la fac. Mais t'as rien à me dire, parce que c'est moi qui paye le loyer maintenant. Et ouais, bien trouvé. On va enchaîner parce qu'on a un timing assez serré. On verra tu te plaignais qu'il ne pose pas de questions là. Ouais, c'est vrai. On gardera quelques petites minutes à la fin, histoire de pousser. Pour encore quelques questions. Ton dernier coup de cœur en bande dessinée, dernier truc que tu as fait, waouh, ça peut être un truc vieux ou... Non, il y en a plein. Alors, moi, j'adore vraiment la bande dessinée, le manga Yotsuba, parce que encore une fois, c'est une petite fille, donc on revient à l'enfance et au lâcher prise, je trouve merveilleux. Alors, je trouve ça merveilleux, mais je ne sais pas si les gens connaissent. Mais alors, Yotsuba. Y-O-T-S-U-B-A. Franchement, j'invite tout le monde à lire ça. Mais ce n'est pas le dernier coup de cœur.
Le dernier coup de cœur, c'est moi, j'ai plus le temps de lire de BD, il y en a tellement, je suis complètement perdu. Et du coup, c'est mon pote Julien Nil et sa femme, ils me disent tiens, lis ça, c'est vachement bien. Et c'est un bouquin qui m'inspirait pas du tout a priori. C'est un livre qui est sorti chez Glénat qui s'appelle Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, je crois. C'est ça. Et donc, moi, je me couche très tard, donc vers 2h du matin. Alors, c'est un gros bouquin. Je me suis dit bon, je vais lire les 5 premières pages. Et puis, je me suis retrouvé à 4h du matin avec les larmes aux yeux comme ça. Je me suis dit c'est pas possible. Ah, c'était brillant. Et j'ai eu la chance de le rencontrer une semaine après. En plus, c'est un petit jeune, un petit con, là, qui est trop adorable. Trop brillant aussi. Ouais, et puis il a déjà eu 30 producteurs de films qui l'ont approché pour adapter son truc. C'est très adaptable, c'est une très très bonne BD. Et je lui dis, mais alors, je sais pas, ce type a 25 ans, je lui dis, mais quelle maturité pour écrire ça, quoi. Et surtout quand tu regardes ce qu'il a fait avant, en fait, il y a une évolution. Il y a l'impression qu'il fait des marches. Il fait des marches énormes. D'un bouquin à l'autre, ça part dans des styles très différents. Et il se cherche. Et là, sur celui-là, c'est incroyable. Un boom énorme. Ouais. C'est incroyable. Je vous invite vraiment à lire Ces jours qui disparaissent. C'est bluffant. Il y a un coup de théâtre au milieu. Il y a de la poésie. C'est vraiment bluffant. Une gestion du temps aussi qui est énorme. Le temps qui passe et tout, ça va loin. Alors la couverture n'a pas l'air de vendre ce qu'il y a à l'intérieur, je trouve. On dirait un truc de science-fiction. Alors que c'est pas du tout ça. C'est vraiment un truc un peu fantastique, poétique, contemporain. J'invite tout le monde à lire ça. Ouais. Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à nos questions nulles. Parce qu'on s'est rendu compte que... Alors, il y a des questions intelligentes et vous posez des questions nulles. Nos questions nulles, elles sont super importantes. C'est une sorte de rituel. Alors, les questions nulles, c'est des questions qu'on pose toujours aux auteurs. Tu as le droit de répondre n'importe quoi, parce que les questions sont tellement nulles. Mais depuis tout à l'heure, je vous réponds n'importe quoi. Je sais, mais là, tu peux aller encore pire, tu vois. D'où te viennent tes idées ? Alors ça n'empêche, je dois faire des réponses courtes ou pas ? Ou comme tu veux. Non mais il y a une... Be yourself. Non mais c'est pas une question con, ça c'est magnifique comme question. Il y a une petite fille qui m'avait posé la question d'où viennent les idées. C'est magnifique, c'est un truc on dirait que ça vient de la noosphère. Enfin bon moi en fait je dis que ça vient de mon pommeau de douche est magique. Lorsque je n'ai pas d'idée, lorsque j'ai un problème... Les enfants, vous sortez s'il vous plaît. Je vais prendre ma douche, je mets ma pommeau comme ça, je reste comme ça complètement... Et je sais pas, il y a une espèce d'état de relaxation ultime qui se fait. Et là, sans même y réfléchir, les idées jaillissent. Donc je me suis dit peut-être que c'est l'eau qui me rentre dans la tête qui me... Mais bon, c'est l'état aussi de relaxation. Je pense qu'on a... En méditation, les gens disent ça. Ils disent quand tu as un problème dans la vie, le mental travaille tellement. Donc tu arrêtes de faire travailler ton mental. Tu fais le calme absolu dans la tête. Et là, tu vas repenser à ton problème, et là, tac, tu vas avoir la solution. Et je pense que ce qui se passe sous la douche, c'est un peu ça. Je pense que les idées... C'est le voyage en Chine et la cascade, mais en version moderne et cheap, quoi. Exactement. Oui, c'est un peu moins glamour sous la douche, avec les poils. Une autre question absolument essentielle. Comment tu as appris à dessiner ? Mais en fait, on n'apprend pas à dessiner. On sait dessiner, c'est une écriture naturelle. Mathieu, arrête, c'est bon, stop. Arrête de dessiner. Voilà. Après, ça dépend ce que tu veux faire. Après, il faut apprendre quelques règles, tu vois, comme la perspective, les outils, l'ancrage, etc. Un peu de technique, mais j'ai appris à dessiner. Alors, si vous voulez que je réponde n'importe quoi, c'est ça ? Si tu veux. Non, j'ai appris à dessiner sur le tas. Et j'apprends tous les jours à dessiner. Il faut rester curieux, observer, travailler. La liberté vient par la discipline, et pas l'inverse, sinon on devient esclave. Encore de la philosophie orientale. Ça fait quoi d'être une fille quand on fait de la BD ? C'est une question nulle qu'on entend souvent. Alors ça, il faut demander aux filles. Je ne suis pas une fille. Ouais. C'est pour ça que tu me colles depuis tout à l'heure. Merde, j'avais pas fait gaffe. Mais vous êtes qui, monsieur ? Madame Guillaumette Bianquette. Absolument essentiel. Tu connais la recette des scampi à l'armoricaine ? Les scampi, c'est les espèces de crustacés, là ? Oui. Ben, je ne peux pas en parler car j'ai une amie dans le public qui est végane, donc elle m'en voudrait énormément. Non, je ne connais pas ça. D'accord, très bien. C'est une bonne réponse. Par contre, je connais la recette des spaghettis au pesto, des escalopes milanaises que j'adore. Attention, il y a un animal aussi. Il y a un animal, ouais. Mais c'est pour ça que je l'invite pas à manger, d'ailleurs. Plus personne. J'adore manger les animaux, ça me fait de la peine, mais les escalopes, c'est quand même l'exception. Hein. Mais les spaghettis au pesto, pas au pistou, attention. Ah oui. Au pesto. Ou alors au vongole, mais là aussi, c'est des petits animaux, tu vois. Oui. Je préfère ça, moi. J'adore les spaghettis. Donc, si vous voulez inviter Guillaume Bianco chez vous, n'hésitez pas. Vous savez quelle recette il faut préparer. Qu'est-ce que j'adore ? J'adore ça, j'adore le couscous. Et j'adore la paella. Des plats. Et l'aioli, c'est mon plat préféré. Aucune recette italienne, ou presque quand même là-dedans. Les spaghettis, quoi. Ouais, les spaghettis au pesto, ouais. Après, les Italiens, oui, ils ont tous leurs plats sont fantastiques. Mais c'est encore lié à l'enfance, tu vois, l'aioli, je meurs. Et après, les gens meurent quand ils me parlent, mais et c'est très difficile de trouver un bon aioli. Aujourd'hui, tous les vieux qui me le faisaient sont morts, tu vois. Donc, dans les restos, tu le trouves pas. Ça, c'est tellement mal fait. Il faut le manger chez l'habitant.
Est-ce que tu as un objet fétiche pour dessiner ? Non, pas de fétichisme, non, je m'en fous complètement. Je dessine avec ce que je trouve. Non, ça, j'ai pas mon crayon à moi. Tu vois, non, j'ai pas. C'est quoi le truc le plus bizarre que tu aies dessiné ou qu'on t'ait demandé de dessiner ? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est des trucs bizarres, il y en a eu. Hein. Ah oui, non, c'était un mec, il avait fait un rêve, il rêvait qu'il y avait des chiffres qui lui tombaient sur la tête. Des gros chiffres comme ça qui tombaient du ciel et lui devait les éviter comme ça. Un fan des chiffres des lettres, peut-être ? C'était l'angoisse. Il m'a demandé de dessiner sans dédicace. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Je me suis retrouvé à dessiner Billy Brouillard avec des 4 et des 3 qui tombaient. Enfin, je trouvais ça. Okay. Bon, il était content. Mais... C'était après une soirée arrosée ou c'était vraiment Non, il était très sérieux et très touche. Après, il m'a engueulé, il fait non, c'était pas comme ça, mon rêve et tout. Je fais écoute, j'en sais rien. Merci. Je suis pas, tu vois. Quelle est ta question favorite en interview ? Non, c'est les journalistes qui n'ont pas bossé et qui te disent, alors, parlez-moi nous un peu de votre vie d'auteur de bande dessinée. Enfin, racontez-nous un peu votre vie. Quelle est votre actualité ? Quelle est votre Pourquoi avez-vous choisi de faire de la bande dessinée ? C'est super chiant. Quoi, ça. Non, mais il n'y a pas de questions préférées, je m'en fiche. Bon, on enchaîne très vite. Là, non, on va les zapper, les questions. Oh non, quelques-unes. Quelques-unes. Elles sont nulles, ces questions. Non, elles sont très bien. Allez-y, continuez, allez-y. Là, je suis mort de rire. Là, ça va aller vite. Tu vois. Vous voulez qu'il continue ou pas ? Voilà, ça va aller vite. Hergé ou Franquin ? Alors Franquin, encore une fois, c'est un énorme dessinateur. Moi, je suis qu'un pauvre pou face à lui, mais je trouve qu'il dessine comme un angoissé, quoi. Et Hergé, finalement, est un gros facho, d'accord. Bon, après, à part ça. Non, c'est même pas un facho, parce qu'il faut faire attention aux mots. C'était un colonialiste à l'époque où tout le monde l'était. Tu relis des romans de Jules Verne où il est avec l'esclave black et le chien. Le chien est plus considéré que l'esclave black. On n'a jamais traité Jules Verne de colonialiste, pourtant il l'était. Bon, après, tu as des types comme Mark Twain, à l'époque de l'esclavagisme dans le sud, du Mississippi. Lui, il faisait déjà des trucs progressistes. Donc, il ne faut pas pour autant excuser Hergé et Jules Verne. Mais je les respecte immensément tous les deux, parce que ce sont des maîtres. Mais alors, ouais, je préfère le côté aventure de Tintin, tu vois. Tintin m'a plus fait rêver que Gaston Lagaffe. Mais en même temps, je lisais pas Spirou quand j'étais petit, tu vois, alors que Franquin fait des histoires de Spirou. Donc puis j'ai pas envie de choisir, toi, c'est débile. Tu préfères ton papa ou ta maman ? Bon, je préfère en l'occurrence mon papa. Mais bon, écoute, maman, non, c'est une plaisanterie. On est dans la rubrique questions à la con quand même. Hein, et... Oui, non, mais bien sûr, non, mais moi, je réponds sérieusement, comme tu vois même. Soleil ou l'association ? Alors, ça fait partie d'un strip que j'avais fait dans l'atelier Mastodonte, où je disais, mais arrêtez de vous battre, tu vois. Moi, je dis, j'adore Harleston, et j'adore les Wistrondem, quoi, tu vois. Et puis, j'en ai marre de ce truc. Alors, on fait les intellos chez l'association, puis on fait des trucs débiles qui pourraient avoir un peu plus de profondeur chez Soleil. Enfin, on est multiples. Moi, j'ai commencé chez Soleil. Je leur envoue un culte, une reconnaissance éternelle. Et puis, l'association, c'est intéressant aussi. Enfin, tu vois... c'est nul de se compartimenter. Mais comme c'est une question nulle volontaire, je te félicite, elle est brillante. Jonah Jameson, le rédac-chef de Spider-Man, ou Jenna Jameson, une actrice spécialisée ? Alors, je connais ni un ni l'autre, quoi. Quoi qu'il y en a une qui est actrice porno, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et l'autre, il fait Spider-Man ? Jonah Jameson, c'est oui. Bah, moi, je préfère clairement le porno. Après, non, mais c'est vrai, c'est fantastique. Après, ça dépend de quoi dans le porno. Hein. J'ai mes petits favoris sur mon ordinateur. Chacun ses fétichistes. Voilà. Alors bon, du coup... Par contre, Spider-Man fait partie d'un de mes super-héros préférés. Alors du coup, on reste dans la thématique Playboy ou Hustler ? Hustler. D'accord. Clairement. Et Batman ou Superman ? C'est compliqué ça, parce que Superman, il m'a quand même fait rêver quand j'étais gamin, et j'aurais adoré voir un Batman quand j'étais tout petit, tu vois. Mais ça dépend de quoi tu parles, parce que Batman, il est au cinéma, je l'aime pas parce qu'ils ont jamais réussi à le faire, selon moi. Pour moi, Batman, il a un collant, tu vois. Et puis c'est un gymnaste un petit peu comme ça, foufou. Et là, il est dans une espèce d'armure, il n'arrive pas à tourner la tête. On se demande comment il fait pour sauter, tu vois. J'aimerais bien que, tu vois, il ait plus le look le collant de Superman, Spider-Man. Mais j'ai tellement rêvé sur les films avec Christopher Reeves quand j'étais petit, quand il y avait le truc qui partait, j'avais plus respirer, j'étais en syncope totale, quoi. Tu vois, c'était magique. Et aujourd'hui, quand je vois les Marvel, à part quelques-uns, je dois bien te l'accorder. Genre, je parle du cinéma, pour le coup. Je m'en fous un peu, tu vois. Donc, je trouve que ça a perdu de la magie. Donc, en lien avec Spider-Man, slip ou caleçon ? Qu'est-ce que tu veux dire là ? Je comprends pas la question. Slip ou caleçon ? Moi, je suis slip. Voilà.
On rejoint Superman. Après, ça pend trop. Après, tu marches dessus, ça pend et tu vois, oui, quand même. Noir et blanc pas cher ou couleur de luxe? J'ai une fascination pour le noir et blanc. Moi, si je pouvais faire de la BD qu'en noir et blanc, je le ferais, quoi. Trondheim ou Larsenet? Trondheim, je le connais. Larsenet, je le connais pas. Larsenet m'a immensément fait rire avec ses BD humoristiques. Il m'a troué le cul, comme disait ma grand-mère, avec Blast. Ouais. Blast, je trouve ça formidable. Et c'est un type qui a une portée dramatique dans ce qu'il fait et un humour. Mais alors, il m'a fait rire aux larmes, Larsenet, avec Bill Baroud ou des trucs comme ça. Puis, c'est difficile. Je choisirais Trondheim, c'est un ami. Donc, Numérique ou traditionnel? Alors, traditionnel, parce que j'arrive pas à ouvrir Photoshop. J'arrive pas à importer un document. Et en fait, il y a ma petite nièce de 10 ans qui veut m'apprendre et je n'y arrive pas. Bon, il y a Anne-Lise qui est présente, elle pourra t'aider. Et je suis vraiment handicapé par ça. Tu vois, je ne sais pas du tout tu vois, je n'arrive pas à dessiner sur... Là, je vais essayer de m'acheter une tablette là, pour dessiner comme tout. J'y arrive pas. Je comprends rien du tout. Ça m'énerve. J'appuie sur tous les boutons. Toi, je suis un vieux qui découvre le Minitel, quoi. Bon, ils font des trucs bien pour démarrer, c'est chez VTech. Avant de passer, mais vraiment, là, j'ai un handicap et ça fait partie des trucs qu'il faut que je corrige. Donc, traditionnel. One shot ou saga, on en parlait tout à l'heure justement. Alors peut-être ça que je me rends compte que je suis vieux. Qu'est-ce que ça veut dire ce que tu dis? One shot. Plutôt des albums albums individuels ou une saga, une grande série. Si la série, ça dépend de la qualité du truc. Moi j'aime bien Game of Thrones et j'aime bien les strips de Calvin et Hobbes. Alors au cinéma, c'est pareil, je regarde beaucoup de séries télé. Après la saga, ça a toujours tendance à s'essouffler assez vite, tu vois. Pour parler d'une saga, moi qui m'a énervé, moi c'est Star Wars, tu vois. On va dire que je suis un vieux con, mais ça a perdu de sa chair, quoi. Alors il aurait mieux valu que ça s'arrête avant. Rogue One, il est super, hein. Ouais, ça serait bien qu'il y ait du scénario, mais sinon c'est pas mal, ouais. Mais non, Rogue One, je trouve ça mieux. Non, mais là c'est un autre débat. Après, on a le droit de pas aimer. Ça sera la question qui va aider donc le public. saga, si c'est bien fait, oui, évidemment. J'adore le Seigneur des Anneaux, j'adore Star Wars. Alors je cite que du cinéma parce qu'en BD, je vois pas une saga. Sur du Torgal. Torgal, j'ai jamais lu. Des grandes séries. Hein. L'Enfance, tu trouves que c'est une saga, tout ça? Ah oui, quand même. On approche avec toutes les différentes séries on doit être pas loin des 15-16 numéros, je crois. Ouais, je connais moins de sagas, en fait. Bière ou pastis? Bière. Parce que le pastis, en fait, quand j'étais plus jeune, on était parti au camping, on était sur la presqu'île de Gien. Et en fait, on avait pour tout bagage 3 ou 4 bouteilles des grosses bouteilles de 3 litres là, de pastis, remplies de pastis avec de l'eau. Et on dormait dans la forêt, dans la calanque, quoi, au bord de la mer. Et pendant une semaine, on a bu que du pastis. Mais que du pastis. On se lavait pas, on se lavait dans l'eau de mer, tu vois. On buvait du pastis, on mangeait même pas. On buvait pas d'eau en plein mois de juillet. Et au bout de 5 jours, on commençait à avoir des croûtes de sel, etc. Je dis, je vais quand même rentrer au camping et aller me laver, quoi. Et là, je passe devant un miroir dont je ne m'étais pas vu depuis 5 jours. J'avais bu du pastis pendant 5 jours. Et là, j'avais une gueule qui avait doublé de volume. Mais tu sais, on aurait dit Renault, quoi. J'avais une tête... non, mais j'ai eu peur. J'avais 17 ans. Je fais... Oh et j'ai arrêté le pastis, quoi. Ah ouais. Je vais en reprendre de temps en temps, mais... Donc, la bière, c'est quand même plus sain. Le pastis, c'est super nocif, quoi. Et on t'avait dit qu'il fallait mettre de l'eau et des glaçons ou pas? Il y en avait un peu. Mais on le buvait chaud sur la plage. À l'époque, on avait des corps d'Apollon, parce que quand tu as 17 ans, tu as beau boire du pastis et manger mal, tu as la tablette de chocolat. Moi, elles fondaient quand même souvent au soleil. Elles fondaient un peu au soleil, ouais. Donc, bière. Ok, merci Guillaume. Allez, on va prendre... S'il y a encore 2 questions dans le public, on va avoir le temps. Une et deux, on lève vite le doigt, les 2 premiers seront derrière, servis. on va se faire mettre dehors encore. Non, Leïla, t'en as trop posé encore. J'avais une question vis-à-vis du lâcher-prise dont tu as beaucoup parlé. Parce que ça m'étonne un peu. Pour moi, les artistes comme toi, du coup, qui sont derrière un support qu'on voit pas forcément, ça m'a l'air beaucoup plus facile de du coup, se libérer, vu que tu es dans ta bulle à toi, dans ton espace. Et du coup, il n'y a pas énormément de jugement, tu vois. Enfin, je sais pas. Ouais, mais tu sais, c'est comme si tu fais un dessin quand je sais pas si tu as déjà dessiné pendant que tu es au téléphone. Toi, tu parles à quelqu'un comme ça, tu prends ton stylo, puis tu as un calepin, puis tu gribouilles des trucs sans trop réfléchir, tu vois. Et des fois, tu peux trouver des trucs, c'est joli ce que je viens de faire, c'est bizarre. Et si tu veux le reproduire au propre, donc tu prends ta feuille, tu vois, ta feuille Canson, 80 grammes avec ton stylo, ta belle encre de Chine, tu es là, putain, j'arrive plus, quoi. Enfin, tu vois, peu importe que tu aies des gens devant ou pas, tu vois, t'es devant toi-même, en fait. Je pense pas que ce soit une question de public ou de bulle ou pas de bulle. Tu peux très bien être dans ta bulle sur scène pendant que tu chantes ta chanson, tu vois.
C'est vrai, mais ça m'avait l'air plus facile, du coup, cet exercice-là, vu que tu es seul avec toi-même, pour du coup être bien avec toi-même, tu vois, vu que t'es oui, mais c'est dans la tête que ça va pas. Toi, je me dis, tiens, si je fais un dessin comme ça, les gens vont trouver ça pas bien, ou alors tu vas avoir la main bloquée parce que tu vas être timide, tu vois ce que je veux dire. C'est plus un état d'esprit, quoi. Je te dis, tu peux adopter différents. Enfin, c'est pas parce que tu es tout seul chez toi que c'est plus facile. Je pense pas. Après, ça dépend des tempéraments. Mais je te dis, le problème, c'est pas autour, c'est dans ta tête, quoi. Mais ouais, je pense pas qu'il y ait de rapport. Mais question intéressante et bienveillante. Donc tu as besoin d'un coach mental, quoi. Je crois qu'il y a Leïla une petite dernière de Leïla, quand même, elle a mérité. Allez, c'est la dernière question pour tout le monde. Désolé. Non, en fait, je ne sais même pas comment formuler ma question. C'est juste que dans tes dessins... En français. Ok. Attends, je vais essayer. Non, mais dans tes dessins, il y a un côté enfantin. Tu en parlais tout à l'heure. Enfin bref, ça fait partie de toi. Mais il y a un côté aussi très sombre. Et la mort est souvent abordée. Et même, enfin, ne serait-ce que l'affiche des Calanques et des Bulles, c'est la première fois qu'on voit une affiche aussi sombre, entre guillemets. Ouais, oui. Mais ouais. Du coup, en fait, je sais pas, c'est juste... tu as un mélange de deux styles, enfin de deux univers complètement différents. Mais du coup, ouais, je sais pas, je sais même pas comment poser cette question. Eh ben, ta réponse était dans ta question. Enfin, c'était une question dirigée quelque part. T'as tout dit. Ouais, on est multiples, on est à la fois enfant, on est à la fois rigolo, on a des angoisses. Moi, j'aime la nuit. En même temps, le soir me fait peur parce que le soir, c'est un peu la vie qui décline quelque part. Mais en même temps, la nuit, je sais pas, je suis un vampire, mais je dis pas ça par posture, tu vois, ou pour faire le gothique, mais moi, là, c'est un plaisir d'être parmi vous. D'ailleurs, il y a un monsieur qui dort là. C'est un plaisir d'être parmi vous, mais tu vois, moi, j'ai du mal la journée. Mais dès que je suis fatigué tout le temps, et vers minuit, paf, j'arrive plus me coucher. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont... C'est une question de cycle, tout ça. Et j'aime beaucoup la nuit aussi, graphiquement, je trouve ça très beau. Et sur l'affiche, comme j'ai fait un truc un peu compliqué avec plein de personnages, avec des machins et tout, je me suis dit, il faut qu'on la voie de loin, donc on va faire un gros rond au milieu. C'est un truc graphique, tu vois. Tu prends l'affiche de Tim Burton, là tu parlais de Tim Burton. Oui, l'étrange de Mr. Jack, tu as un gros rond, tu vois, et puis hop, tu le vois de loin, quoi, tu vois. Et non, mais j'aime bien la nuit parce qu'il y a de belles couleurs, le reflet de clair de lune, et puis allez vous balader la nuit dans les Calanques, je peux vous dire... vous vous chiez dessus. C'est magnifique. Non, j'aime beaucoup la nuit, ouais, c'est vrai. Mais pas par... je trouve ça pas triste, je trouve ça beau. Donc tu aimes beaucoup la nuit, et Leïla, pour traduction, la nuit. D'accord. Ok, merci beaucoup Guillaume. Est-ce qu'il y a un endroit, si on veut suivre ton actualité, les news Les librairies. Les librairies, voilà. Non, mais en même temps, les librairies, ils n'ont pas mes livres, il faut leur demander à chaque fois. Non, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les réseaux sociaux, mon Facebook, vous faites Guillaume Bianco Facebook, et puis vous tombez sur ma page, ou Instagram Bianco, je ne sais pas comment ça marche. D'accord. Puis, dans quel bar est-ce qu'on peut te trouver ? Le bar, le Forum à Aix-en-Provence. C'est un ami, c'est un bar corse, c'est magnifique. Je suis tout le temps là-bas, je leur paye même un loyer. Mon frère y est tellement qu'il a été embauché. Donc maintenant, il y est aux mêmes heures, mais finalement, il ne paye plus, il reçoit de l'argent, c'est magnifique. Donc on est tout le temps là-bas, et d'ailleurs, là, je suis bien content que ça ferme parce que c'est férié mardi, donc il n'y a plus que ce soir, et puis après, il fait le pont le lundi. Donc 3 jours sans bar, ça va être dur. Ton foie va te dire merci. Ouais, mon foie, j'en ai changé déjà 4 fois, là. Je suis à ma 4e... greffe, ouais, voilà. Et non, c'est le bar Le Forum, je recommande, c'est un bar rare sur Aix-en-Provence, dans le sens où c'est convivial et magnifique. Très bien, merci encore. Vous pourrez écouter cette émission sur... Allez-y, applaudissez, oui. C'est la voix des bulles que vous applaudissez. Non, c'est Guillaume. Cette émission sera disponible sur lavoidesbulles.fr où vous trouverez aussi plein d'autres conseils de lecture et nos liens vers nos comptes Facebook, Twitter. Puis aussi, si vous aimez vraiment ce qu'on fait, on a un Tipeee, vous pouvez nous donner des sous, nous on adore. Parce qu'on fait ça vraiment. D'ailleurs, vous allez passer avec le chapeau là. C'est ça. Ouais, on fait la vraiment ça pour le plaisir, et notre matériel nous coûte des sous. J'aime bien mentir. Arrête de faire ta pleureuse. Oui, ça c'est le principe. Voilà, je crois que j'ai fait. Ah ouais. Ça c'est une conclusion, ça. Nul. Ça c'est bon. Merci à tous. Non, normalement, l'autre il est censé envoyer le jingle et la musique, tu vois, par derrière, et là il l'a pas fait. Alors on va faire un jingle voix. Allez, vas-y. Merci à tous. Au revoir, ciao. Merci beaucoup. À très bientôt.